souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé. Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé. Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé. Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé. Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé. Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté.
vivent dans leur relation. Pour aujourd'hui, nous parlons de crise conjugale. Pour ceux qui ont donc eu l'occasion d'être informés plus tôt, il s'agit des crises conjugales. Alors, nos 3 quarts d'heure consisteront à avoir une demi-heure d'enseignement et le dernier quart d'heure sera consacré à des questions. Et nous aurons également un temps de prière pour vraiment demander au Seigneur, à celui-là qui est l'auteur du mariage, celui-là qui est, celui à qui toutes les familles tirent leur source, de venir bénir les familles et de leur apporter beaucoup de joie, surtout en ces temps difficiles par lesquels passe l'humanité. Bien, crise conjugale, qu'est-ce qu'il faut entendre par les crises conjugales? Alors, c'est donc parti. Les crises conjugales constituent des choses qui, aujourd'hui, nous donnent de comprendre qu'il y a beaucoup de situations qui mettent en mal la relation. La relation souffre de ce qu'il y a beaucoup de situations qui se passent, beaucoup de situations qui se passent et qui perturbent souvent le foyer. Alors, quand on parle de crise conjugale, on parle donc des crises qui se passent dans le foyer, donc entre les partenaires. Il s'agit donc des troubles qui viennent influencer la relation, des troubles dans la relation, mais encore, on parlera donc de situations qui mettent mal à l'aise, de situations malsaines, d'un malaise, d'incompréhension qui peut donc exister entre les partenaires. Il y a des crises qui passent souvent de manière silencieuse, sans grand dégâts. Par contre, il y en a d'autres qui laissent des graves séquelles parce qu'elles se révèlent très violentes, longues et plus souvent sans solution véritable. Alors, nous devons comprendre que les crises ne font pas toujours du bien aux relations, en ce sens que quand les crises ne sont pas réglées comme il faut, les séquelles sont plus dangereuses, les séquelles font plus de douleur ou laissent plus de douleur dans les vies et dans les cœurs. Mais quand nous regardons une crise, c'est-à-dire une situation trouble, une incompréhension, un malsain, les crises en elles-mêmes ne sont pas le problème. Mais le problème vient du fait qu'on n'arrive pas à résoudre correctement ou on n'arrive pas à trouver la solution à la crise. C'est là le vrai problème. La crise en elle-même n'est pas le problème, mais le fait de ne pas trouver de solution adéquate et à temps à la situation par laquelle on passe reste le véritable problème. Nous sommes donc humains, nous sommes différents les uns des autres et en partie nos différences contribuent donc aux crises dans les foyers. Mais un foyer qui passe par la possibilité de bien régler, de bien gérer les crises, c'est un foyer qui ressort fort, qui ressort avec beaucoup plus de vie. C'est un foyer qui a beaucoup plus de ténacité, un foyer qui a de l'expérience. En ce sens, on pourra dire que les crises ne sont pas toujours mauvaises parce qu'elles aident le foyer à vivre une autre dimension, donnent aux partenaires de se connaître, de se découvrir. Mais comme nous savons que les crises amènent parfois de couples ou les partenaires qui étaient pleins de vie, qui s'aimaient, à pouvoir devenir des ennemis, il est donc important, en tant que conseiller matrimonial, de nous pencher sur la question des origines ou des causes des crises. Parce que souvent, on s'attelle, en tant que conseiller matrimonial, on s'attelle à régler les conflits, à gérer des crises, mais il est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Et c'est pourquoi je dis que ce direct est le bienvenu pour ceux qui sont mariés, certes, pour ceux qui vivent dans une relation, mais c'est encore une opportunité pour tous ceux qui ne sont pas mariés parce que avertis, prévenus, ils seront donc capables de poser des pas qui leur donneront de triompher, qui leur donneront de vivre un bonheur dans leur foyer. Donc, en plein dans le sujet, on parle de crise, mais d'où proviennent les crises? Comme je l'ai dit, quand on rencontre des personnes qui passent par des moments difficiles, ils nous laissent entendre « Ah non, mon mari ne communique pas. Non, ma femme n'est pas soumise. Oh, mon mari est toujours en famille. Il ne réussit pas à me satisfaire. Ma femme n'est
porté sur le sexe. Oh non, mon mari avare, ma femme ne partage pas, je ne connais pas son salaire, il me refuse de me montrer son bulletin de salaire. Et on pense que ce sont ces choses-là qui constituent les causes de la crise laquelle on parle. D'autres diront, on constate qu'on ne communique pas. Et c'est bien, ce sont des causes que vous pouvez évoquer, ne sont pas à négliger, mais je voudrais juste vous dire que ces causes-là, pour nous, ne sont rien d'autre que des conséquences. Ce sont des conséquences de la vraie cause que nous devons réussir à trouver. Ces causes évoquées, c'est-à-dire quoi? Le manque de communication, la mauvaise sexualité, le respect des familles, toutes ces choses, pour nous, constituent des conséquences d'une vraie cause qu'il faut rechercher. Alors, quelle est la vraie cause aux crises dans les foyers? Quelle est la vraie cause dans les foyers aujourd'hui? La vraie cause, nous devons la trouver. Et je pense que la Bible, pour ceux qui sont chrétiens et pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, la Bible nous parle de certaines choses que nous ne devons pas négliger. Et je pense que l'histoire qui s'est passée dans un livre de la Bible, particulièrement dans le livre de Jean, Jean au chapitre 9, la parole de Dieu nous dit que Jésus était avec ses disciples et ils ont rencontré une personne avec un handicap. Alors, le verset 2 nous dit que les disciples firent cette question à Jésus. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Les disciples se sont rendus compte que le fait que le monsieur soit aveugle de naissance devait avoir des causes antérieures. Et c'est pareil, ce que nous voyons, le monsieur qui est avare, la femme qui est insoumise, le monsieur qui ne sait pas communiquer, ou la femme qui ne respecte pas les parents, ou qui ne sait pas faire la cuisine, ce ne sont pas les causes de la crise par laquelle votre foyer passe ou votre foyer peut passer. La crise, la cause, elle est antérieure. Il faut la chercher un peu plus en amont. Il faut aller un peu plus en arrière pour chercher la cause. Et je crois que nous avons la réponse en Amos. Amos 3, le verset 3. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Il s'agit ici de se convenir, c'est-à-dire de se mettre d'accord avant d'entrer dans une relation. On ne peut pas penser avoir une relation paisible s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses qui sont indispensables à la paix dans le foyer. Beaucoup, nous qui cherchons à entrer dans le foyer juste parce que. Beaucoup sommes-nous qui entrons dans le foyer juste pour que. Mais quand on ne s'est pas mis d'accord avec celui qui va passer le reste de notre vie, il va s'en dire que chemin faisant, on va sortir des incompréhensions à n'en point finir. Et ces incompréhensions vont donc entraîner des crises qu'on ne pas la vraie source. Donc, pour ce direct d'aujourd'hui, nous parlons donc de la vraie cause des crises conjugales. On peut dire qu'il y a plusieurs causes, mais moi, je voudrais juste, par ce direct, nous permettre de nous appuyer sur une cause très essentielle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus, sans s'être mis d'accord? Est-ce que mon partenaire et moi sommes d'accord sur ce dans quoi on s'engage? Alors, ce qui fait qu'on ne se met pas d'accord souvent, ou quelles sont les choses dans lesquelles on ne s'accorde pas ou pour lesquelles on ne s'accorde? On ne s'accorde pas dans certaines choses tout simplement que chacun vient avec sa pensée du mariage. Chacun vient au mariage avec une pensée. Donc, si tu veux avoir véritablement la réponse aux crises que traversent les foyers, je voudrais que tu répondes clairement, que tu répondes sincèrement, que tu répondes vraiment de manière très sincère à cette question. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Ou pourquoi tu t'es marié? Quel était ton idéal ou ton rêve quand tu pensais mariage? Ou quel est ton idéal quand tu penses mariage? Il y a beaucoup de raisons quand on parle mariage. Il y a des personnes qui se marient juste parce qu'ils veulent se marier. Ah non, c'est la mode. Tout le monde se marie autour de moi. Je suis un homme, je suis un être humain. J'ai déjà un confort et il faut que je me marie. Ah non, je suis une personne qui existe et toute personne qui existe doit se marier. Je dis non. Quand on se marie juste parce qu'il faut se marier, c'est sûr qu'on n'a pas d'idéal. On n'a pas de rêve, on n'a pas de but.
on rentre dans la vie de quelqu'un qui certainement, lui, a un but pour son mariage, un idéal. Et comme je suis en face d'un partenaire qui n'a pas d'idéal, qui n'a pas de but, je serai toujours frustrée de me rendre compte que la personne n'a pas d'objectif. On va trouver que non, ah, vraiment, je ne comprends pas, elle ne fait rien dans le foyer pour que ça aille. Ma femme ne fait rien, elle ne bouge pas. Ma femme, vraiment, ou bien mon mari, il est assis là. C'est comme si la vie s'est arrêtée. Mais ça s'est arrêté parce que pour lui, se marier, c'était la finalité. On se marie pour se marier. On se marie pour être assis. On se marie pour montrer que la vie est terminée. Je suis arrivée. Le mariage est comme pour eux un terminus. Donc, ils n'ont plus d'autre chose à faire. C'est pas comme nos bus dans nos pays où on dit non, tu reviens pour refaire la ligne. On ne retournera pas. Mais il est arrivé et où elle est arrivée et il n'y a plus d'efforts à fournir. Donc, c'est une raison profonde. On marie. Si tu te maries malheureusement à une personne qui pensait juste se marier parce que je suis en âge de me marier, je suis une fille, il faut que je me marie. Ah, je suis quelqu'un, mes amis m'ont dit que j'ai déjà une situation sociale qui est bien, il me reste à me marier et je me suis mariée juste parce qu'il me restait le mariage. Je pense que tu vas créer beaucoup de problèmes à ton partenaire et ton mariage risque d'être un échec, risque d'être un fiasco comme on le dit. Il faut donc comprendre qu'il y a ce cas-là. Certainement que les crises ne finissent pas dans ton foyer parce que tu n'avais pas d'idéal. Tu t'es marié juste parce que tu n'avais pas de but. Même tu es rentré, quand on te force même pour te dire le mariage peut donner telle chose, on peut t'orienter, tu ne te laisses pas orienter parce que dans ton esprit, tu n'as pas pensé plus loin que ce que tu as maintenant. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que les crises vont pas en finir. Il y a une autre catégorie qui, pour elle, se marier, c'est parce que les gens me le demandent. Des gens se marient juste parce qu'on lui demande de se marier, ou bien ils se sentent tellement méprisés que le mariage reste pour eux la chose qui va leur donner de la valeur. Donc, je ne me marie pas pour une relation, mais je me marie pour que les gens voient ou que les gens sentent que j'ai de la valeur à travers un mariage, ou que les gens réalisent que moi aussi, qui étais d'une famille ou qui avait un mauvais passé, j'ai aussi eu la grâce d'être dans un foyer. Donc, ce sont des personnes qui ont envie de se faire voir. Ce sont des gens qui rentrent dans le foyer et tout ce qu'ils veulent prouver, c'est qu'on sache que je suis Madame Tant ou que je suis le marié de telle saison. Ce sont des femmes, par exemple, quand elles rentrent avec cet objectif-là, quand tu te trompes pour l'appeler par son prénom, mais ça devient compliqué. C'est comme si tu l'avais rabaissé. Ah, je suis madame. Je t'annonce que je suis madame Tant. Tu n'as pas vu ma bague. En tout cas, je te rappelle, désormais, c'est madame. Vous étiez même son amie. Ça pourrait être ses amis de jeunesse. Non, non, non. Juste parce que pour ces personnes-là, ce qui donne de la valeur, ce qui est respecté, c'est le mariage. Donc, une personne qui se marie avec ce genre de mobile ou avec cette idée, c'est une personne qui ne cherchera rien d'autre que protéger l'image du foyer. Donc, ah non, une situation se présente, vont vraiment partout, faut pas savoir, il faut louer, faut pas mes parents vont entendre, oh, faut pas mes amis vont savoir que, oh non, faut protéger le mariage, pas en faisant des efforts pour que ça se passe bien, mais on le fait tout ce sacrifice-là juste parce qu'on ne veut pas que les autres soient informés, parce que ce qui nous donne de la valeur, c'est le mariage que nous avons célébré ou c'est le mariage dans lequel nous sommes. Ce sont des personnes qui vont chercher à se faire voir. Partout où il y aura des réceptions, ah non, chérie, il faut qu'on parte. Bon, tout son but ou toutes ses aspirations seront d'être présentées comme madame ou monsieur Tant. Peut-être pour les hommes, souvent tu as eu 2, 3 conquêtes qui n'ont pas marché, des filles, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, on a cassé ton cou. Alors, quand tu as l'occasion d'avoir une qui te dit oui, alors tu te dis, vraiment, il faut que mes amis voient. Les filles qui se sont moquées de moi doivent voir. Donc, quand tu dois sortir, ton objectif, ce n'est pas de vraiment
relation, mais vous vivez pour qui n'ont pas accepté tes expériences par le passé. Donc, du coup, te voici en vouloir te faire voir. Lorsque tu es de pouvoir comprendre que tu es devenu quelqu'un, du coup, il se trouve que la vraie valeur que toi, tu affiches et ce qui est important pour le mariage pour toi, c'est que les gens se rendent compte que tu as quelqu'un qui t'a mis en valeur. Mais est-ce que la valeur dans le foyer reste juste le fait de se marier? Tu comprends donc les problèmes par lesquels tu passes viennent simplement du fait que tu as arrêté ton mariage juste à le fait que tu devais être marié, une femme mariée, un homme marié, un point, un trait. Est-ce qu'on est heureux des deux? Cette image du foyer, dans ce foyer-là, vraiment, chérie, demande pardon qu'il y a une situation, pas parce qu'on regrette. Moi, demande juste pardon pour que ça tourne. Pourquoi tu me contrôles? Tu as pas me contrôler. Il ne faut pas me contrôler. Je ne suis pas prisonnier. Bon, c'est quelqu'un qui a tellement été contrôlé et qui n'avait pas fait d'être contrôlé, d'être sous une autorité qui fait sa liberté. Et maintenant, te demander, tu rentres à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Et ce sont des gens qui ne supportent pas. Ils vont se dire que le mari, ma femme est jalouse, mon mari est jaloux, il est possessif. Non, toi, tu t'es marié en voulant être libre. Mais celui en face de qui tu es ou celle en face de qui tu es a voulu certainement vivre autre chose. Donc, pour lui, le mariage, ce n'est pas venir être libre. C'est vrai que je ne suis plus sous l'autorité parentale, mais nous sommes placés l'un sous l'autre. L'homme est certes le chef, mais l'homme a aussi des comptes à rendre à la femme. Donc, on ne peut pas être marié et puis on vit comme si on est seul. Ce n'est pas normal. C'est sûr qu'une telle relation, une relation dans laquelle on entre avec de tels objectifs, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher. Ce sont des gens à qui on ne demande pas des comptes. Tu es allé, je t'ai donné 60 000 francs, tu devais faire une course, je t'ai donné 200 000 francs la dernière fois, tu devais faire une course, on te demande de rendre compte. Et tu ne peux pas rendre compte. Ah, il m'a donné. Et puis, il ne faut pas que j'ai respiré. Non. On est dans une relation où on doit pouvoir rendre compte parce qu'on est placé ensemble. On est placé ensemble pour le bonheur. Alors, je dois comprendre que j'ai des comptes à rendre à l'autre. Je dois partager ce que j'ai, ce que je veux faire. Je dois le partager avec les autres normalement. Je ne peux pas vouloir vivre comme quelqu'un qui n'a personne sur lui. Et c'est une des causes également des crises dans les foyers. Vos problèmes de foyer ne finissent pas juste peut-être parce que l'autre ne supporte pas que tu aies une emprise sur lui. J'ai eu le témoignage d'un couple comme ça, où la femme, elle n'a pas aimé ou n'a pas eu la grâce d'être sous une autorité. Elle a vécu sa vie, elle est libre. Et elle tombe sur un qui, lui, a vécu une vie de famille normale, où on demande la permission, on rencontre. Et bon, donc, elle se marie, elle comprend, elle est mal à l'aise du fait que chaque fois, le monsieur va demander, ah, tu m'as pas dit, ah, tu es elle n'en pouvait plus. Et quand on a échangé avec, on s'est rendu compte que le problème, c'était le fait qu'elle n'était pas prête à se mettre sous une autorité. Je veux dire à tout un chacun, particulièrement à vous qui êtes chrétiens, que nous sommes appelés à être, nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes placés sous l'autorité de notre Père. Nous sommes donc amenés à apprendre à nous soumettre. Que nous soyons hommes ou femmes, nous devons développer cette attitude de soumission. Soumission à l'autorité. Nous deux partenaires, nous avons un couple
Et notre couple doit être soumis à Dieu. Donc, si je n'ai pas appris à être soumis, je ne comprendrai pas l'importance de me mettre sous Dieu et de dire au Seigneur, voici mon foyer, voici ce qui ne va pas dans ma vie, transforme-moi. Et je serai constamment en train de me plaindre parce que je ne supporte pas qu'il y ait une autorité sur ma vie. Des foyers périssent juste parce que des personnes se sont mariées dans l'espoir d'être libres, libres comme poisson dans l'eau, comme on le dit. Mais je dis souvent, même le poisson dans l'eau n'est pas libre parce qu'il y a la maison qui se promène quelque part. Donc, nous devons comprendre que penser que se marier, c'est juste pour se libérer de l'autorité. C'est vrai, on n'est plus sous l'autorité parentale, mais on vient se mettre sous d'autres autorités. La femme reste sous l'autorité de l'homme, l'homme reste sous l'autorité de Dieu. Et nous devons respecter cette hiérarchie pour que notre foyer se porte bien. D'autres diront, moi, je me marie parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre soin de moi. Quand je me mariais ou quand je pense mariage, je souffre trop. J'aime moi seul. La galère est trop. Il faut un fiancé, il faut un mari pour que j'ai une assurance. Pas quelqu'un qui rentre dans un foyer avec cette idée-là. Mais c'est fini, tout ce qui compte, ce sont tes cartes bancaires. Combien de mobile app tu peux faire pour lui? Combien de fois tu peux lui donner de l'argent? C'est tout. Quand il n'y a pas d'argent, le foyer est sur un pied. Quand on ne voit pas l'argent, il y a problème. Vous allez voir que vos problèmes vont tourner toujours autour de l'argent. Oh non, je ne vois pas son argent. Il est avare, elle est avare. Son argent est comme caca des chats. Oh, juste parce que quand la personne venait se marier, elle s'est dit, c'est fini les histoires de problèmes financiers. C'est une personne qui ne va pas supporter qu'il y ait un manque dans la maison, dans le foyer. Ça arrive. Il y a des moments où il y a des manques. Mais une personne qui s'est mariée en disant j'échappe au manque par mon mariage, c'est une personne qui ne pourra pas comprendre que pendant que le foyer passe par cette crise financière temporaire, il est temps qu'on se replie vers Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ce sont des personnes qui disent, s'il n'y a plus rien, moi je ne peux pas, je ne suis pas venue pour souffrir. Je ne suis pas mariée pour souffrir. Tu ne peux pas faire quelque chose pour mes parents. Tu ne peux pas prouver à mes parents. Tu ne peux pas faire ceci pour moi. Moi, j'ai pas ceci. Quand tu es constamment en train de réclamer, généralement, on nous accuse, nous les femmes, on nous tape d'être matérialistes parce que la plupart des femmes se comportent comme ça. Mais aujourd'hui, les hommes sont rentrés dedans. Les hommes se marient en regardant qu'est-ce que tu peux apporter. Et si tu n'apportes rien, c'est sûr que s'il est rentré dans le mariage pour que tu t'occupes de lui, c'est sûr qu'il va trouver 2, 3 autres dehors qui vont t'aider à s'occuper de lui. Donc, nous devons comprendre que si on se marie en ayant comme idée que mes manques doivent finir, que quelqu'un viendra prendre soin de mes manques, on vient et puis on croise les mains. Il y a des personnes qui se marient, qui étaient peut-être battantes auparavant, mais quand dans leur esprit se marier, c'est qu'on doit venir prendre soin de moi, surtout les femmes, quand elles arrivent, elles abandonnent tout ce qu'elles avaient comme qualité, capacité, aptitude, à pouvoir grouiller, comme on le dit, à pouvoir se battre. Elles viennent, elles s'asseyent, elles ne travaillent pas, elle va avoir ses ventes, c'est elle qui va demander à faire leur boutique. Elle ne fait rien, mais c'est elle qui demande à dépenser. Non, mais le mari ne va pas comprendre. Certainement qu'il a aimé, il a épousé parce qu'elle était battante. Mais du coup, il est étonné de voir qu'elle s'est transformée. Elle est devenue comme quelqu'un qui n'a plus 10 doigts, lépreux. Il est étonné. Mais qui ne s'étonne pas, c'est parce que cette personne-là, dans son fond intérieur, elle s'est dit, si je me marie, c'est que c'est fini. C'est fini la galère, c'est fini la bataille, je viens me reposer, quelqu'un va s'occuper de moi. Alors, un monsieur qui ne sait pas ou une femme qui ne sait pas que c'est ainsi la pensée de son partenaire, c'est sûr qu'il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des crises, on va parler de « il gère mal, elle gère mal », mais c'est pas ça. Le problème, il est encore plus profond, c'est que la personne est venue avec quelle mentalité. Je vais terminer en parlant de ceux qui se marient pour juste être des parents. C'est une autre catégorie. Et ils se marient, en tout cas, je suis une femme, il faut que je fasse mes enfants. Donc, s'ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas avoir des enfants hors mariage. Donc, ils cherchent le mariage juste pour les enfants. Et ce genre de personnes-là, les hommes comme les femmes, quand ils ont les enfants, c'est fini. Quand ils ont les enfants, le foyer est fini, ils sont arrivés. Donc, tout le monde, c'est papichou, mamie chou, et junior, et on est sur les enfants en un point fini. Les enfants dorment dans le lit conjugal.
on va prendre les enfants pour toutes les sorties. On ne peut pas permettre que d'autres personnes gardent les enfants pour que nous, on vive notre amour. Non, les enfants restent le centre maintenant de la relation. Quand on parle un peu, les enfants, et on ne peut même pas même donner même à l'autre partenaire de vouloir corriger ses enfants. On peut, nous, partenaires, mariés, entrer en conflit juste parce que l'autre a eu une opinion différente en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. On se sent tellement responsable des enfants. Non, il n'aime pas les enfants. Elle n'aime pas les enfants, mais c'est juste parce que lui, il est rentré et son objectif, c'était de devenir parent. Ceux-là ont aussi des problèmes, ils ne vivent pas leur amour quand, je dirais malheureusement, pour un temps, ils n'ont pas d'enfants. Le foyer meurt parce qu'il n'y a pas d'enfants. La dernière, à une conférence que le Seigneur n'a pas à demander qu'il y ait multiplication et co-création. Mais la femme n'ovule pas tous les 30 jours, tous les 40 jours, les 36 jours pardon, de son cycle. Elle ovule un seul jour pour dire quoi? Il y a beaucoup plus de jours de plaisir. Donc, s'il n'y a pas encore d'enfant, pourquoi est-ce qu'on va tuer la relation? Pourquoi est-ce que le foyer va devenir fade? Pourquoi on va devenir comme des gens qu'on envoie au cimetière? Pourquoi on va avoir la mine d'enterrement? Pourquoi? Le foyer doit vivre. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Il les donnera au temps convenable. Je fais ce que je peux. Je vérifie si je n'ai pas d'antécédents, si je n'ai pas de problème. Mais quand tout va bien, je laisse le reste au Seigneur. Et moi, je vis mon mariage, je vis ma vie de couple. Les enfants viendront par la suite. Mais quand on met les enfants, quand dans notre plan premier, se marier, c'est avoir des enfants, c'est sûr que la présence ou l'absence des enfants reste le problème de notre foyer. On sera toujours en train de se battre ou de se crier là-dessus juste à cause des enfants. Nous devons donc comprendre que cela fait partie des sources des crises, cela fait partie des choses qui envoient les crises dans les foyers. On termine en parlant de ceux qui se marient juste pour avoir une protection, pour être assurés, pour être dans une certaine assurance. Des gens qui ont eu peur, qui se sont sentis fragiles, qui se sont sentis exposés, qui ont souhaité avoir une couverture. Une femme qui a souhaité avoir un homme pour la couvrir, pour la protéger, pour la défendre. Donc, c'est une personne qui va être un peu plus exigeante, qui va demander qu'il y ait toujours que l'homme prenne sa défense. Même quand elle va aller chercher le palabre d'ailleurs, elle veut que son mari vienne se pointer. Donc, le jour, le mari dit, mais chérie, tu n'as pas raison. Ça devient un problème. Pour elle, le mari qu'elle a souhaité avoir était pour la protéger, était pour la défendre. Donc, même qu'elle ait raison, qu'elle n'ait pas raison, il doit la défendre. Elle ne doit pas se sentir exposée, elle ne doit pas se sentir un peu en danger. Elle doit sentir la couverture. Et malheureusement, si une telle personne tombe sur quelqu'un qui ne s'intéresse pas, ou qui a d'autres priorités, c'est une personne qui va se sentir délaissée. Ah, je ne suis pas aimée, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne fait pas ceci. Et du coup, le foyer va prendre un coup. Alors, quand on regarde ces raisons, c'est pour moi l'occasion de demander à chaque personne, toi qui es déjà dans le foyer, quelle était la chose, la liste n'est pas exhaustive, mais quelle est la chose qui t'a poussé à entrer dans le foyer? Je veux que tu comprennes que ce qui te pousse à entrer dans le foyer, c'est ce qui va influencer ton attitude dans le foyer. Ce qui te pousse à entrer dans le foyer détermine la manière dont tu vas te comporter dans le foyer. Ce qui te pousse à entrer dans le mariage, c'est la chose sur laquelle tu mettras plus l'accent quand tu seras dans le foyer. Alors, ce que tu as peut-être comme idéal de mariage n'est pas peut-être mauvais, mais d'où viennent les crises par rapport à ces points qui ont été révélés? Amos 3, verset 3 nous a dit pour toi,
Ce sont des raisons profondes que tu n'as peut-être pas exposées à ton partenaire. Peut-être toi, tu toi d'entrer en toi, de trouver ce qui est vraiment l'idéal pour toi de mariage, le mettre en surface et pour que tu puisses donner à celui qui va partager ta vie ou celle qui va partager ta vie, de savoir ce que toi tu entends par mariage. Alors, quand vous avez exposé chacun ce qu'il a comme idéal ou ce à quoi il pense, vous pourrez donc vous accorder. Ah, c'est vrai, toi, pour toi, ce sont les enfants, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une compagnie. Moi, je veux quelqu'un avec qui je veux partager ma vie. Je veux un compagnon, je veux un ami, je veux quelqu'un avec qui je veux partager mes jours, mes craintes, mes joies. Du coup, il faut harmoniser. Savoir que celui qui veut partager ses craintes et ses joies va être quelqu'un qui va nous demander beaucoup plus d'attention, qui va souhaiter qu'on soit constamment à ses côtés, qui va souhaiter qu'on s'intéresse à ces petites choses. Alors, en face de moi, quelqu'un va demander que je m'intéresse aux détails de sa vie. C'est vrai que moi aussi, j'ai ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est que je veux peut-être avoir des enfants, mais il ne faudrait pas que je perde de vue que l'autre a besoin de l'attention, que celui qui va vous accepter puisse se dire que celui avec qui a besoin d'attention, qui a besoin, des enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut harmoniser de sorte que, ayant les enfants, moi, je ne sois pas lésée, ou n'ayant pas encore d'enfants, que l'autre ne soit pas défavorisé dans la relation. Il faut s'accorder. 2 hommes marchent longtemps sans s'accorder ou sans s'être convenus. Il est important de se convenir. Il est important de parler. Il est important de dire souvent, on ne veut pas perdre le frère qui s'est présenté ou la sœur nous a tellement frappé dans les yeux. On ne veut pas la perdre, qu'on ment et qu'on masque tout. On masque les choses, on s'arrange à tout embellir. Aujourd'hui, on parle de make-up. Tu vois, avant et après. Et c'est ce qu'on a dans les foyers aujourd'hui. Le avant, on ne le déballe pas. Mais on constate le après. Le après, c'est ce qu'on voit. Mais on se rend compte qu'on a marié quelqu'un make-up. Il faut qu'on travaille à pouvoir dire à l'autre ce que nous appelons mariage pour nous, que l'autre nous dise ce qui est mariage pour lui, et qu'ensemble, on harmonise. Et quand on harmonise, c'est sûr qu'on aura un mariage ou une vie de harmonieuse. Je pense que je viens de finir mes 2 quarts d'heure. Il est important que nous puissions échanger, mais je vais constamment rappeler pour ceux qui nous prennent en marche, pour ceux qui veulent nous donner et qui viennent de nous prendre en marche, il est important que vous compreniez que nous parlons de crise conjugale. Crise conjugale, la vraie cause des crises conjugales, les vraies causes comme cause. Ces causes-là sont en majeure partie des conséquences. La vraie cause, c'est pourquoi me suis-je mariée ou pourquoi est-ce que je veux. Alors, que vous bénisse, je pense que c'est une émission qui vous aide à faire du bien à votre relation ou qui vous prépare à vivre un mariage heureux, vivre le réussi. C'est ces lives que nous avons afin de nous aider et de nous permettre de pouvoir mieux vivre dans notre foyer pour le bonheur de chacun de nous, parce que le mariage a été fait pour qu'on soit heureux. Malheureusement, les batailles et les luttes qui s'y passent aujourd'hui découragent plusieurs et freinent d'autres, et on se demande est-ce que Dieu a bien fait d'établir le mariage. J'ai donc quelques questions des internautes. Peut-on se marier après seulement 6 mois de rencontre? Peut-on se marier après seulement 6 mois de rencontre? Pour moi, le temps de rencontre n'est pas le plus important. Est-ce que vous avez eu l'occasion de déballer les choses qui peuvent vous aider à vivre heureux dans le foyer demain? Souvent, on est pressé par le temps. Ah non, il m'a dit on se marie en 2020, on est en septembre, et puis je ne vois rien. On ne fait pas les courses. Quand tu regardes même, tu sais que sa vie même est en pause, mode pause. Mais il est en pause et tu veux qu'il fasse course. C'est quelqu'un qui ne le connaît pas.
Eh bien, fait 3 ans, 4 ans, vous êtes ensemble. Mais il a donné une date et tu ne vois pas, comme on le dit en communément en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas le devant, tu ne vois pas le derrière de la relation. Tu es pressé pour aller où? Pour pleurer demain? Non. Mieux vaut attendre. Tu as encore tes parents, tu arrives toi-même à gérer ta propre vie. Ne mets pas sur ta tête que tu ne peux pas soulever. 6 mois, si pendant ces 6 mois, vous pensez, 6 mois, vous vous êtes connus, si pendant ces 6 mois, vous pensez que vous connaissez suffisamment la famille du monsieur, parce qu'on ne se marie pas sans connaître la famille de la personne. Il y a des gens qui ont rencontré à Abidjan, dans une commune, ils n'ont jamais su tes parents. Tu ne sais pas de quelle famille ils sortent. Est-ce que dans leur famille, là, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules? Ou mais c'est une famille de fous? Tu ne sais pas. Et tu es pressé, tu as trouvé pour toi, tu vas marier. On ne se marie pas comme ça. Le mariage, ce n'est pas essayer pour revenir. Si tu veux essayer pour revenir, 6 mois, vous pouvez vous marier. Mais moi-même, mariez-vous, vous allez revenir après. Mais je vous encourage à ne pas être pressé d'entrer dans le mariage. On se prépare avant d'entrer dans le mariage. Généralement, beaucoup ne se préparent pas. Et c'est dans le mariage, ils veulent essayer maintenant, ils veulent s'apprêter. Quand on rentre pour vivre les préparations qu'on a eu à faire, mais beaucoup ne se préparent pas, ils entrent dans le mariage sans se préparer. Le mariage, maintenant, on veut colmater les brèches, on veut boucher ici, on veut boucher là, on se rend compte que non, le monsieur était comme ça, la femme était comme si, elle n'a pas été éduquée, elle a un arrière-plan spirituel qui est dangereux. Comment faire sortir tout ça? Mais on aurait le temps de travailler là-dessus. Je profite de la question pour parler de l'arrière-plan spirituel, qui n'est pas à négliger. Il y a des personnes qui se marient peut-être pour avoir des poursuites. Parce que accepter de marier, c'est Dieu, parce qu'elle se disait que le combat dans leur famille était tellement grand que de Dieu a marié juste parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui passe des veilles pour eux. On ne se marie pas pour que quelqu'un prie pour nous. On ne se marie pas pour que quelqu'un prie bien pour nous. D'autres disent non, comme il est pasteur, il a une bonne vie, il est déjà arrangé, je suis sûr qu'il va me tromper. Et tu t'es trompé. On se marie sur ces bases-là. Donc, est-ce que c'est suffisant pour un mariage? Je dis oui et je dis non en même temps. Oui, pour ceux qui ont été des amis avant, des gens qui ont vécu, ils ont travaillé ensemble et 6 mois où il lui a déclaré sa flamme, elle a dit oui. Pour ces 6 mois, ils peuvent déjà faire des démarches, ils peuvent se marier parce qu'ils se connaissent. Elle connaît la famille, on la connaît dans la famille, on la connaissait comme l'ami de la personne. Donc, 6 mois, c'est beaucoup qu'on puisse se marier, vivre heureux. Mais il ne faudrait pas que tu tombes sur quelqu'un que tu n'as jamais connu. Tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas ses origines, tu ne connais rien sur son passé et il vient être à l'église où il se présente et puis on dit, bon, comme il dit, il veut qu'on fasse vite pour se marier. Donc, on est tous pressés. Nous tous, on est pressés. On ne se presse pas comme ça pour se marier. De toute façon, vous pressez pour marier, on est pressé aussi pour divorcer. Donc, 6 mois, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, mais c'est peu. Tout dépend de comment le cheminement s'est fait. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez le temps de vous poser les questions qu'il faut? Pourquoi est-ce que je rentre dans le foyer, dans le mariage avec telle personne? Est-ce que les mobiles que j'ai ont été exposés à l'autre? Est-ce que l'autre a compris mes mobiles? Est-ce qu'on a harmonisé? Cela est très important. Si ce n'est pas fait, c'est sûr, le succès ou le bonheur ne pourront pas être garantis. Comment gérer les conflits liés aux belles familles? Ce sont des choses, des questions de belles familles arrivent aussi parce que souvent, celui qu'on marie est peut-être quelqu'un qui se marie en disant « Ah, moi, je me marie pour qu'on prenne soin de ma famille. » Quelqu'un se marie pour qu'on prenne soin de ma famille parce que peut-être il le faisait seul ou elle le faisait seul. Je m'occupe de ma famille paie un peu sur moi. Donc, si je me marie au moins, moi, mon argent, sur le plan matériel ou financier, je dis, argent, là, si mon mari augmente un peu, je suis sûre que je peux m'en sortir avec mes parents. Bon, une personne qui se marie en pensant parents, c'est sûr que quand tu dis je ne veux pas voir tes parents ou je n'ai pas l'argent à envoyer à tes parents, il va avoir un problème. Parce que la personne va trouver que tu n'es pas la personne qu'il lui fallait. Parce que pour elle, la personne qui devait la marier ou la personne être capable ou à l'aise avec sa famille. Mais si tu n'es pas, mais c'est un problème. Il y a des conflits qui se passent avec les belles familles, parce que nous-mêmes, on n'a pas pris le temps de
parlé, où on a été, quand on parlait dans les cheminements, on ne maîtrise pas bien nos familles. On ne connaît pas la position de nos familles par rapport à un mariage. Je veux me marier, il est important que je dise à ma famille, qu'est-ce que vous pensez de la femme que je dois avoir? Que la famille donne son avis et que je ma famille, ah, c'est vrai que vous pensez comme si, mais moi je pense que ma femme reste une personne avec qui je vais faire si ma femme devrait intervenir dans votre vie à tel niveau. Que la famille, mais souvent on dit non, c'est pas ok, ma fiancée est bien, elle vous aime tous. Donc le fiancé trouve que la famille a rempli la maison, et même si elle va poser les pieds, elle va dire, je ne peux pas pousser un peu, je vais passer. Et tu as changé maintenant qu'on t'a marié là, tu es devenu autre chose, tu as changé. Je n'ai pas changé, c'est vous qui m'avez amené à devenir ce que je suis en train de devenir. Ou bien c'est parce que mon partenaire et moi n'avons pas suffisamment parlé. Donc la belle famille n'est pas quelque chose de méchant. On a taxé les belles familles de méchants. Nous, on peut être marié et puis vivre de manière harmonieuse avec les familles. C'est possible. Mais tout dépend de comment on s'entend dès le départ. Dès le départ, il faut savoir. Moi, je dis à ceux que je forme à l'école du mariage, tu es l'aîné de ta famille. Tu es un garçon et Dieu merci, tu as sorti la tête. Te voici à Abidjan. Et les autres sont dans les campagnes, au secondaire. Et quand ils vont avoir le bac, quand on va les affecter ou les orienter à Abidjan à l'université, ils n'iront nulle part ailleurs que chez toi. C'est chez toi, ils vont descendre. Donc, la jeune fille qui est heureuse d'aller se marier à quelqu'un qui est l'aîné de la famille doit déjà lui demander, mais attends, tes frères qui sont au village là, quand ils vont avoir le bac, quand ils vont avoir le BPC qui doit venir en ville là, comment est-ce que tu penses qu'on pourra les gérer? Étant donné que les parents n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir faire truc. Vous devez en parler. Ah chérie, pour le début, peut-être ils vont rester avec nous, mais après, on va prier et puis voir si demain, on peut prendre un studio pour eux, ou bien si on peut peut-être voir une place dans une cité, on va payer au moins de coûts pour que toi et moi aussi, on puisse bien vivre. Il faut s'entendre sur ces choses-là. On ne s'entend pas, on dit non, c'est pas un problème. Tes parents sont mes parents, ta famille est ma famille. Ça, c'est qu'on veut dans le pays. Mais quand on rentre dans le pays, on comprend bien que tes parents ne sont pas bien. On comprend tes parents, c'est sûr que l'autre qui aimait ses parents, va se sentir frustré. À la longue, on va dire, j'en ai, il va dire, j'en ai ton histoire de tes parents, tu ne peux me séparer de ma famille, ça va devenir un problème. Donc, comme je l'ai dit, tout part du départ. Comme vous avez pensé, vous dire, votre bonheur. Pour faire venir vos questions, vous pouvez faire venir vos questions. Notre quart d'heure de questions est en train de tirer à sa fin, mais on aura toujours des questions, on pourra revenir dans le prochain direct sur ces différentes questions où on pourra vous répondre inbox si vous le souhaitez et nous donnerons à ce que vous vous sentiez bien dans votre relation ou que Dieu vous aide à vous préparer pour une relation harmonieuse. Alors, je l'ai dit, il y en a. Les crises ne sont pas mauvaises, les crises ne viennent pas pour détruire les foyers, les crises ne sont pas le problème du foyer. Ce qui reste le problème du foyer, c'est notre incapacité à régler les crises qui se présentent à nous. Nous devons comprendre que la cause est à trouver. Trouver la cause des crises, c'est être à plus de 5% de réussite de la résoudre. Quand on ne connaît pas la vraie cause, on ne va pas appliquer les vraies solutions. Il faut connaître la cause. L'une des causes principales nous vivons reste le pourquoi me suis. Si j'ai une question et est-ce que mon partenaire sait pourquoi je suis avec lui, c'est donc important et cela permettra à mon foyer. Si il ne sait pas pourquoi je suis à ses côtés, c'est sûr qu'il va se tromper de ce que je fais, il va mal juger mes actions, il ne va pas apprécier mes interventions et moi aussi je ne vais pas le parce que je vais trouver que c'est vraiment compliqué. Une autre question. Le mariage est une obligation. Une obligation, on veut pas obligation matérielle, financière, obligation. C'est vrai, c'est un contrat. C'est un contrat, il y a des obligations. Quand on se marie, il y a des devoirs, il y a des droits. Mais peut-être la personne parler de
est-ce que le mariage est une prise en charge? Je veux essayer de répondre dans ce sens. Est-ce que le mariage est une prise en charge matérielle? Ça dépend de ce mari. Si lui, dans son esprit, on me marie en charge pour lui, tu es obligé de t'occuper de lui matériellement et financièrement. C'est une personne qui ne va pas apprécier le fait que ses besoins, tu sois indifférent aux besoins d'une personne qui va se dire tu n'apprécies pas ta vie, tu l'aimes et tu ne lui donnes pas. C'est une obligation. Se marier, c'est une relation. On s'entend, une relation en échange, une relation, on la bâtit, on la construit. Donc, vous pouvez vous entendre, vous pouvez vous stress ou est exigeant ou n'est pas tolérant en ce qui concerne certaines choses qu'il vous demande ou qu'elle vous demande, c'est certainement parce que ces choses-là constituent le mobile premier de son engagement envers vous. Alors, asseyez-vous et parlez-en et vous comprendrez que les crises vont de plus en plus être réduites et il y aura la paix dans le foyer. Un chrétien est-il obligé de passer par le mariage? Un chrétien est-il obligé de passer par le mariage? Est-ce qu'un chrétien est obligé de se marier? Un chrétien doit-il forcément se marier? Je pourrais te dire, oui, Dieu dit que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu penses que tu te sens bien en étant seul, gloire au Seigneur, mais continue de respecter ce que Dieu dit. N'accepte pas d'être seul et puis qu'on est en train de laisser les cœurs à droite. Tu as une copine ici, tu sors avec une sœur là, tu n'es plus chrétien là, tu es devenu un païen. Si tu es chrétien, que tu penses que tu ne sens pas le mariage ou que tu ne te sens pas prêt au mariage, alors seul, sers Dieu, glorifie Dieu. Dis à tout le monde que toi, tu n'es pas prêt à te marier, que tu ne veux pas te marier, de sorte à ne pas donner à des sœurs de se fatiguer dans la prière pour toi. Voilà. Mais je pense que souvent, la décision de ne pas se marier a aussi des raisons plus profondes. Soit on a été blessé, ou on a vu des parents qui ont vécu un mariage très heureux, on ne veut pas être comme eux, on veut la paix. J'ai le témoignage d'un enfant de moins de 6 ans qui voit sa mère battre son père et l'enfant dit comme ça, et lui, il ne souhaiterait jamais se marier. On lui demande pourquoi, il dit parce que je ne veux pas qu'une femme me frappe. Voilà. Donc, un enfant qui grandit dans telle condition va penser qu'il est maître de sa décision. Ce sont des blessures, c'est ce qu'il a rencontré par le passé, d'avoir cette attitude. Beaucoup de choses se passent dans les foyers, beaucoup de crises sont dans les foyers, sont entre les partenaires, mais on ne touche pas les vraies causes, on ne va pas au plus profond. Comme je le dis, pourquoi me suis-je mariée? Et est-ce que nous nous sommes sûrs que nous nous sommes engagés dans le foyer, reste la solution aux crises dans nos foyers? Je encourage ceux qui sont déjà mariés au sortir de cela, vous asseoir, vous dire, c'est vrai, on a 10 ans de mariage, on a 15 ans de mariage, on part pour notre 30 ans de mariage. Mais les crises ne finissent pas. Assez nous et demandons-nous, pourquoi est-ce que toi-même tu étais venu me dire oui? Pourquoi tu as accepté de rentrer dans ma vie? 30 ans, on va dire, mais c'est tard pour se poser cette question. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On peut commencer à bien vivre à partir de là. Même si les 30 années n'avaient pas été des temps de bonheur, les 30 autres années ou les 20 ans qui vous resteront des temps de bonheur, profitez de ce bonheur-là en trouvant la vraie cause de tout ce qui vous oppose aujourd'hui, de tout ce qui vous conflit. Et si vous avez secoué ces fondements, vous avez trouvé les causes, pour ceux qui sont chrétiens, devant Dieu, de dire au Seigneur, nous avons de ton aide, des tares, nous avons des infections, nous avons des choses que nous ne faisons pas, nous voulons ton aide, nous voulons te voir, nous pas avec une vie de couple médiocre, nous ne voulons pas gâcher le reste de notre vie, nous pouvons améliorer notre vie, nous pouvons améliorer notre relation. Et comprenez que vous avez besoin de vous faire aider par des conseils matrimoniaux pour que ce qui est un peu plus difficile pour vous, que vous puissiez avoir, par la grâce de Dieu, des conseils de ces personnes-là qui vont vous donner pour pouvoir aller plus loin. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés,
vous pouvez crier oui, parce que vous venez d'avoir une page blanche ouverte pour vous permettre de travailler au mariage. Vous nous donnerez moins de temps parce que vous allez déjà travailler en amont. Nous serons juste heureux de vous accompagner dans votre relation et voir Dieu bénir votre vie et vous donner des produits, des mariages heureux pour le bonheur de notre Seigneur et pour notre bien-être vous-même. C'est un plaisir pour moi de passer ces instants à votre compagnie. Comme nous l'avons dit, nous juste quelque chose qui peut vous aider à mieux vivre dans votre vie, le foyer compte, le famille compte aux yeux de notre Dieu. On ne peut pas, ici, si on ne peut pas aider, alors nous avons des livres qui pourront vous aider. Gestion des conflits, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui veulent bâtir un mariage harmonieux. Ça, on parlait dans les passés, la sexualité, et nous avons vu comment ce sujet est difficile dans les relations et dans le foyer. Donc, préparez-vous déjà. Si sa communication, beaucoup parlent de communication difficile, mais il est important qu'on puisse travailler pour donner à la communication une bonne communication. L'épouse leader de second rang est un ouvrage qui aide les épouses de pasteurs, puisque je suis épouse de pasteur avant d'être pasteur, qui aide les épouses de pasteurs auprès de leurs époux. Le conjugal nous aide à entretenir ce foyer que Dieu nous donne, donc tout ce qu'il faut pour que le foyer se porte très bien. Le pouvoir de la femme est un autre livre qui aide une femme ou qui donne à un homme d'aider une femme à pouvoir sortir de sa vie tout ce que Dieu a mis de grand, de bon, qu'elle puisse bénir les vies, bénir les générations, donner à une femme de déployer ce pouvoir-là pour le bonheur de sa famille. Et je termine avec Découvrir et exploiter son plein potentiel, qui est un livre qui aide chacun à comprendre que j'ai quelque chose en moi et si j'exploite bien ce que j'ai en moi, je vais donc délier à destinée. Tout le qui a été pour moi et je suis très heureuse d'avoir passé ces instants avec vous. Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour ce live. Merci à vous également. Continuez donc de partager la vidéo, continuez d'aider un couple, continuez d'aider un ami et donner à ce que des foyers, des familles stables soient bâtis. Comme je l'ai promis, je vais terminer en priant pour vous, en demandant la grâce de Dieu sur vos vies, sur votre foyer. Père, je veux te bénir, je veux te recommander tous ceux-là même qui continueront de suivre cette vidéo, que ta grâce les la cause de toutes ces crises ou des situations qui seront des situations conflictuelles dans leur foyer plus tard. Permets au Dieu que, ayant trouvé la cause, que la solution leur soit accordée. Tu n'en donnes pas, confie en toi, c'est pourquoi toi, eux, donne la foi. Merci parce que tu leur donnes de se contenir sur ce qui est essentiel et sur de être vraiment pour avancer leur relation. Que l'honneur, la gloire viennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre prochain live continuera donc de parler de qu'est-ce que le mariage en réalité. Nous avons chacun notre pensée du mariage, mais quelle est la vraie pensée du mariage et qu'est-ce qui doit nous donner de connaître le bonheur dans le foyer. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Pour ceux qui sont mariés, continuez de vivre le bonheur dans votre relation, dans votre maison. Et pour ceux qui cherchent, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu vous répondra certainement. Soyez bénis et à très bientôt. Merci. Souffrance, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté.